Alors, le dossier numéro 4, un petit peu de courage, c'est le dernier. Donc, vous recevez aux urgences Monsieur R, 45 ans, aux antécédents connus d'hypertension artérielle traitée. Il vient vous voir car depuis un mois, il se plaint de son épaule droite et la douleur a augmenté depuis 48 heures. Le patient est apyrétique et se dit fatigué depuis quelques semaines. Et l'externe a demandé une radio de l'épaule qui vous est jointe. Interprétez la radio jointe à l'énoncé. Quel est le diagnostic le plus probable? Donc ici, on a une radio de l'humérus droit de face, où on retrouve, ici on voit, une lésion ostéolytique étendue de la tête humérale à la diaphyse. Il s'agit d'une lésion qui est donc épiphyso, métaphyso-diaphysaire, avec ici une préfracture. On a une lise osseuse mal limitée, puisqu'on n'a pas de lésion franche, multilobulaire, avec une effraction corticale. Le cartilage articulaire au niveau homo-huméral semble respecté, et on a un probable envahissement des parties molles. On est donc devant une fracture pathologique au niveau de l'extrémité proximale de l'humérus droit, avec une lésion épiphyso-métaphyso-diaphysaire chez un patient sans antécédent oncologique connu. Donc il s'agit probable d'une fracture pathologique de l'extrémité supérieure de l'humérus droit sur métastase d'un cancer ostéophile. N'y aurait-il pas une lésion sur l'extrémité distale de l'humérus également? Alors non, puisque ce qu'on voit ici, ce n'est pas une lésion métastatique, c'est tout à fait normal, c'est la fossette coronoïdienne et la fossette olécranienne, qui est au niveau de l'extrémité inférieure de l'humérus et qui est totalement anatomique. Donc la question numéro 2, quels sont les cancers les plus ostéophiles? En fonction de ces étiologies, quels sont les premiers examens cliniques et complémentaires permettant de vous orienter sur la nature du primitif? Donc les cancers les plus ostéophiles sont le sein, le rein, la thyroïde, le poumon et la prostate. Ce sont les cancers qui donnent le plus souvent les métastases osseuses. Là, on ne parlera pas du myélome, puisqu'on parle de cancers solides et non pas des cancers hématophiles. En fonction de ces étiologies, on pourra demander ou réaliser. Pour le sein, l'examen clinique est primordial en recherchant un nodule. Et on pourra également réaliser une mammographie et une IRM. Pour le rein, l'examen clinique peut être plus difficile, avec la palpation d'une masse lombaire qui peut être rendue difficile par un patient en surpoids ou obèse. L'échographie abdominale peut être utile, mais surtout, ce sera le scanner abdominopelvien injecté en première intention et une bandelette urinaire à la recherche d'une hématurie. Bien sûr, l'IRM est l'examen de choix pour l'envahissement, mais ce n'est pas un examen de première intention. Pour la thyroïde, on va faire l'examen clinique à la recherche d'un nodule, l'échographie bien sûr, avec une cytoponction. Pour le poumon, la radiothorax en première intention et le scanner thoracique. Pour la prostate, le toucher rectal en première intention et bien sûr les PSA avec dans les suites la biopsie et l'examen anatomopathologique de cette biopsie prostatique. Question numéro 3. Le bilan radiologique initial réalisé avec scanner abdominopelvien a permis de mettre en évidence une tumeur volumineuse du rein droit sans métastase viscérale hépatique associée. Indiquez dans les grandes lignes votre bilan complémentaire ainsi que votre prise en charge à court terme. On est donc devant une fracture pathologique révélant un cancer rénal métastatique. Donc il faut hospitaliser le malade, le mettre en condition pour une annonce du diagnostic avec un entretien multidisciplinaire avec une équipe composée du cancérologue ou de l'oncologue, de l'orthopédiste, de l'urologue, le tout pour aboutir à un projet personnalisé de soins. Bien sûr, soutien psychologique avec traitement à la demande. On fait le bilan complémentaire d'extension de la maladie en réalisant un scanner thoracique pour éliminer des métastases pulmonaires qui font tout le pronostic du cancer du rein et des métastases cérébrales. On fait des radiographies centrées sur tous les points osseux douloureux et une scintigraphie osseuse pour rechercher des métastases infracliniques qui peuvent faire l'objet d'un traitement. Par ailleurs, on fait une échographie abdominale et un bilan préopératoire d'opérabilité avec bien sûr la numération formule sanguine et tout le bilan d'anesthésie. La prise en charge du cancer primitif par l'urologue avec le plus souvent une réduction de volume tumoral par néphrectomie élargie et prélèvement anatomopathologique, puis en fonction des résultats de l'anatomopathologie, l'association d'une chimiothérapie et ou d'une immunothérapie. Il faut bien sûr prendre en charge la prise en charge de la métastase humérale, avec dans un premier temps une immobilisation par écharpe car il existe une fracture pathologique à titre antalgique,
un scanner de l'épaule ou une IRM pour préciser l'atteinte osseuse et l'envahissement articulaire et l'envahissement des parties molles, la réalisation d'une artériographie avec une embolisation en préopératoire, car les tumeurs rénales sont très vascularisées et très hémorragiques, et un traitement antalgique adapté à la douleur. Ensuite, on optera pour un traitement chirurgical par curetage, ostéosynthèse, plus ou moins cimentoplastie. Que signifie néphrectomie élargie? Alors, néphrectomie élargie, c'est-à-dire que d'un point de vue chirurgical, on enlève le rein et tous les tissus qui sont autour, où on peut enlever les vaisseaux autour en réalisant un curage ganglionnaire. Pourquoi ne pas réaliser une exérèse carcinologique de la métastase osseuse avec pose de prothèse, sachant que le cancer du rein, même avec une métastase, est un cancer de bon pronostic? Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre une prothèse et faire une exérèse carcinologique? Alors c'est sûr que si on est dans le cadre du métastase unique, peut-être qu'on s'orientera vers ça. Mais ici déjà on a une lésion qui est épiphyso-métaphysodiaphysaire, c'est-à-dire extrêmement étendue. De plus, on voit sur la radiographie qu'a priori il n'y a pas d'atteinte du cartilage articulaire. Donc a priori il n'y a pas de raison d'envisager une prothèse au niveau de l'épaule. D'autant plus qu'avec cette lésion extrêmement étendue, on serait obligé de mettre une prothèse massive au niveau de l'épaule. Donc c'est pour cette raison qu'on s'orientera dans un premier temps vers une chirurgie conservatrice de l'articulation avec une reconstruction de l'humérus avec une cimentoplastie et une ostéosynthèse avec un clou ou une plaque en prévention. On s'orienterait vers une prothèse qui serait de toute façon qu'une prothèse massive compte tenu de l'extension de la lésion métastatique, uniquement si au bilan d'imagerie scanner ou IRM, on avait un envahissement massif de la tête humérale et ou une effraction articulaire. Donc la question numéro 4, quels sont dans les grandes lignes les différents moyens de prise en charge des métastases osseuses? Alors c'est une question qui est assez générale, qui peut amener à une réponse qui peut être très longue. Mais on va essayer de se limiter pour que vous ayez les idées claires. Donc différents traitements sont possibles. On va simplifier, on va dire qu'il y a les traitements chirurgicaux et les traitements non chirurgicaux. Quelle que soit la localisation, il faut prendre en compte les risques locaux, douleurs, risques fracturaires ou neurologiques, et généraux, état fonctionnel, état général, dénutrition, stade de la maladie et sensibilité aux différents types de traitements. Donc dans les traitements non chirurgicaux, on a le traitement orthopédique, tout simple, avec une immobilisation et un traitement antalgique adapté à la douleur, en prévenant les effets indésirables des morphiniques. Il est souvent peu efficace en cas de fracture pathologique, mais ça reste une solution d'attente lors d'un bilan d'extension par exemple, ou malheureusement en cas de stade palliatif d'une maladie cancéreuse où on est en phase palliative, où on ne va pas s'orienter vers un traitement curatif et vers un traitement chirurgical, et où à ce moment-là, juste une immobilisation, si le patient est bien soulagé sur le plan antalgique, peut suffire. Ensuite, toujours dans les traitements non chirurgicaux, on a la radiothérapie, à condition que le cancer soit radiosensible. Une radiothérapie sur les zones atteintes en prévenant l'irradiation des structures nobles voisines, moelle épinière, intestin, vessie. Il faut donc tenir compte de la radiosensibilité de la tumeur primitive et il est souvent efficace sur la douleur, mais uniquement temporaire. On peut également observer une légère régénération osseuse, mais c'est très souvent efficace uniquement sur la douleur. La radiothérapie est très utile dans le traitement des métastases osseuses des cancers du sein, en particulier au niveau du bassin, ou en post-opératoire lorsqu'on a fait le traitement par arthroplastie ou ostéosynthèse préventive en complétant par une radiothérapie. La radiologie interventionnelle qui prend de plus en plus d'essor avec par exemple la cimentoplastie qui vise à combler une lésion de façon percutanée où on va injecter du ciment dans la lise osseuse. Ceci a pour but de renforcer de façon mécanique les lésions qui peuvent être douloureuses et en particulier elle est très utile au niveau du cotyle à condition qu'il n'y ait pas de défraction articulaire. Donc ça c'est dans les articulations et on peut aussi s'en servir comme dans les fractures ostéoporotiques des vertèbres, dans les métastases du rachis thoraco-lombaire, à condition qu'il n'y ait pas d'instabilité potentielle et que ce soit purement des métastases douloureuses au niveau du corps, sans lise de l'arc postérieur
et sans effraction dans le canal rachidien. Ce traitement, il doit être donc envisagé de manière simultanée à la radiothérapie et les limites, ce sont donc les fractures articulaires et un envahissement du fourreau dural ou du canal rachidien. On a la radiofréquence aussi, qui est peu développée sur les métastases osseuses, mais qu'on peut citer, et bien sûr le traitement oncologique avec chimiothérapie, hormonothérapie ou immunothérapie, qui est adapté à la sensibilité et au type de tumeur primitive avec la prévention des effets indésirables. Bien sûr, on a les traitements chirurgicaux dans un deuxième temps, avec l'ostéosynthèse préventive, ou en cas de fracture des os longs, avec ou sans curetage, et à ce moment-là, si on réalise un curetage, on fera un comblement par du ciment, avec, par exemple, l'enclouage sur métastase fémorale. On a la laminectomie de décompression en cas de compression médulaire ou d'épidurite avec des signes neurologiques déficitaires, associés ou non à une fixation si jamais on a un déséquilibre et un risque de trouble de la statique rachidienne. Enfin, on a le remplacement prothétique en cas de fracture pathologique du col fémoral ou de métastases épiphysaires proches d'une articulation, par exemple une prothèse totale de hanche si on a une atteinte du col fémoral ou du cotyle. On utilisera des prothèses cimentées et après la mise en place de ces prothèses, on fera de la radiothérapie. Quel que soit le traitement, il faut prendre la décision en réunion multidisciplinaire avec l'équipe oncologique, en accord avec le patient en lui expliquant la stratégie thérapeutique et on voit que toutes ces thérapeutiques sont utilisables en couple et en synergie. On ne va pas faire juste de la radiothérapie ou juste une chirurgie. Bien sûr, il faut aussi associer le traitement antalgique et on peut aussi un petit peu parler des biphosphonates dont le traitement est un petit peu controversé. Oui, le quid des biphosphonates en prévention de certaines métastases osseuses? Alors justement, pour les biphosphonates, en prévention, à mon sens, il n'y a pas d'indication. Maintenant, quand on a des métastases osseuses, par exemple dans le cadre du cancer du sein, qui est quand même le cancer le plus fréquent et où on rencontre le plus fréquemment des métastases osseuses, elles peuvent être associées, la thérapie par biphosphonate peut être associée aux autres traitements pour stimuler la régénération osseuse et éviter l'extension des lésions. Mais pareil, c'est toujours en association avec le traitement oncologique, chimiothérapie ou immunothérapie et la radiothérapie. Donc vous avez ici une image dans le dossier de cimentoplastie où on voit avant et après l'injection de ciment, où une limite de ces lésions, c'est l'effraction articulaire, car sinon on a une fuite de ciment dans l'articulation. Donc on va passer à la question numéro 5. Durant la même garde, vous recevez Madame R, 30 ans, victime d'un accident de voiture. La patiente était conductrice ceinturée et présente une plaie frontale non suturable et se plaint de cervicalgie. L'examen neurologique réalisé en urgence est normal, sans déficit. Il n'y a pas eu de perte de connaissance, vous ne retrouvez pas d'autres points d'appel orthopédique. 6 juin, la radiographie demandée par votre externe. Interprétez les radios jointes à l'énoncé et donnez votre conduite à tenir à court terme et à moyen terme. Donc vous avez 6 juin les radiographies dans l'énoncé. Donc il s'agit de clichés radiographiques du rachis cervical face C1, C2 bouche ouverte et de profil. En urgence, on demande ces radios afin de rechercher une fracture ou des signes aigus d'entorse grave. On peut soit les visualiser directement, soit par des signes indirects. Par exemple, un œdème des parties molles au niveau de l'espace prévertébral correspond à l'hématome traumatique en antérieur. Ceci est un signe indirect. Et également, un espace interépineux augmenté ou une rupture de la ligne d'alignement des épineuses est un signe indirect d'entorse grave. Sur la face, on recherche une excentration de l'apophyse odontoïde entre les deux masses latérales de C1. Un espace inférieur à 4 mm est la norme. S'il n'y a pas de divergence des masses latérales de C1 ou de fracture de l'odontoïde, à ce moment-là, on élimine une lésion du rachis cervical supérieur au niveau C1-C2. Sur le cliché de profil, il faut absolument qu'on ait tout le rachis cervical, donc de C1 à C7. C'est des critères d'interprétation. Si jamais on n'a pas C7 dans le champ, il faut redemander les radios en tirant sur les épaules, c'est ce qu'on appelle l'incidence du nageur, ou alors sinon réaliser un scanner. Il faut donc avoir des bons clichés pour éliminer toute lésion traumatique. Donc ici, on a un bon alignement vertébral avec un respect de la ligne des épineuses et des articulaires et des corps vertébraux. Il n'y a pas de fracture visible et on ne retrouve pas d'épaississement des parties molles prévertébrales.
Donc cet épaississement des parties molles prévertébrales, il est significatif au-dessus de C4. Au total, les radiographies qu'on a ici sont normales. Donc quelle est la conduite à tenir? Devant cette patiente, victime d'un traumatisme crânien qui se plaint de cervicalgie avec un examen neurologique et des radiographies normales, il faut l'immobiliser dans un collier mousse type Minerve afin de réaliser des clichés dynamiques du rachis cervical au bout de J10 pour dépister une lésion instable à type d'entorse grave. Celle-ci peut être masquée initialement par la contracture musculaire et la douleur. On réalise donc un traitement antalgique et myorelaxant avec un arrêt de travail et un rendez-vous en consultation sous 10 jours afin de réaliser des clichés dynamiques qui devront être réalisés en présence du médecin. La conduite à tenir en urgence, en l'absence de troubles neurologiques, consiste à éliminer une fracture qui pourrait se déplacer et ainsi entraîner des troubles neurologiques. Il existe souvent une contracture des muscles paravertébraux rendant difficile la réalisation des clichés dynamiques en urgence. Ils sont donc importants car ils peuvent permettre de dépister une instabilité secondaire et donc une entorse grave qui peut entraîner des troubles neurologiques graves, en particulier au niveau du rachis cervical supérieur où ça peut se transformer en paraplégie. Une telle lésion doit donc être dépistée pour être opérée. Par ailleurs, on fait une vérification de la vaccination parce qu'il y a eu une petite plaie et on fait un pansement. Donc, question numéro 6, vous revoyez votre patiente au bout de 15 jours, interprétez la radiographie jointe à l'énoncé prise en flexion. Quelle est votre prise en charge? Donc ici, on a des clichés dynamiques du rachis cervical avec un cliché en flexion qui permet de mettre en évidence une entorse grave du rachis cervical inférieur avec une subluxation vertébrale au niveau C5-C6. Donc ici, on a C2 avec l'onotoïde, 2, 3, 4, 5, 6. Et on voit qu'on a une lésion entre C5 et C6. On a comme signe radiologique, si on part en arrière, on a une augmentation de l'écart interépineux et une rupture de la ligne des épineuses, avec ici un écart interépineux augmenté entre l'épineuse de C5 et l'épineuse de C6. On a une perte du parallélisme des articulaires postérieurs. Si on prend les niveaux supérieurs, les articulaires sont parallèles. Ici, on a une perte du parallélisme des articulaires postérieurs. On a un antélisthésis corporeal, c'est-à-dire le glissement d'une vertèbre par rapport à une autre, qui est supérieur à 3,5 mm. On a une syphose discale si on regarde l'axe des vertèbres qui est supérieur à 10 degrés et une découverture de plus de 50% de l'articulaire supérieur de la vertèbre sous-jacente à la lésion. Donc ici, on a une lésion C5-C6 et on a une découverture supérieure à plus de 50% de l'articulaire supérieur de C6. Enfin, on le voit difficilement ici, mais on a un épaississement des parties molles prévertébrales. On retrouve ainsi tous les signes d'une entorse grave du rachis cervical. Il s'agit d'une urgence, mais tout de même une urgence relative. Le patient est à J10, il n'est pas neurologique. Mais on voit, on a dépisté une entorse grave qui, si elle n'est pas traitée chirurgicalement, peut se compliquer secondairement, car on est ici devant des lésions instables ligamentaires qui ne vont pas cicatriser. On optera donc pour une chirurgie qui sera soit une chirurgie par voie postérieure, soit une chirurgie par voie antérieure. Ça, c'est une question d'école. Tout ce qu'il faut, c'est réaliser une arthrodèse entre C5 et C6 afin de faire fusionner le bloc pour qu'il n'y ait plus cette instabilité ligamentaire. Quand on parle d'instabilité ligamentaire, c'est une instabilité avec le ligament interépineux et également une instabilité au niveau discal. Donc ici, comme on a une luxation antérieure avec le disque qui est abîmé, on peut choisir une chirurgie par voie antérieure qui est moins traumatique pour l'os, alors que la chirurgie par voie postérieure sera préférée uniquement pour les traumatismes purement osseux ou qui nécessitent une ostéosynthèse par voie postérieure. Donc bien sûr, on prévoit les risques neurologiques en cours d'intervention. Et en cas de refus de traitement, il faut bien expliquer au patient que là, il est asymptomatique. Le patient vient, vous l'avez vu le premier jour, il n'avait pas de lésion. Vous le revoyez au bout de J10, il n'est toujours pas neurologique, mais vous lui dépistez une lésion qui peut potentiellement être grave. Donc il faut bien lui expliquer la nécessité de l'intervention et que malgré le fait qu'il n'ait rien maintenant, il faut l'opérer et qu'il y a un petit risque qu'il existe des lésions neurologiques en post-opératoire. Donc on voit ici l'instabilité qu'on peut avoir sur l'énoncé au niveau ligamentaire avec toutes les structures ligamentaires qui vont du ligament interépineux postérieur jusqu'au disque intervertébral en avant. Donc vous avez en dessous une imagerie d'une radiographie et d'un schéma d'une arthrodèse par voie antérieure avec un greffon intersomatique
après dissectomie pour réaliser une arthrodèse entre les deux vertèbres. Oui, comment distinguer une entorse grave ou non grave, stable ou instable? Alors, une entorse bénigne, par définition, c'est une entorse qui n'a pas de signe radiologique de gravité. À partir du moment où on a des signes radiologiques de gravité, il s'agit d'une entorse grave, et à partir du moment où on a des lésions ligamentaires, avec les signes qu'on a évoqués précédemment, à ce moment-là, on a un signe d'instabilité secondaire, avec donc un risque neurologique, et il faut opérer ces malades. Donc la question numéro 7. Dans le cadre de l'évaluation d'un déficit neurologique, rappelez la cotation et les différents groupes musculaires en fonction de leur topographie nerveuse aux membres supérieurs et inférieurs. Donc là, on était dans un dossier de rachis où il faut faire un examen neurologique. Donc comme on l'a vu dans le dossier et dans la conférence précédente, il est important de savoir comment on fait le testing. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il faut toujours tester les muscles dans leur plan contre la pesanteur. Ce que j'expliquais sur le triceps au niveau du membre supérieur tout à l'heure est valable pour le moyen fessier, où il ne faut pas tester le moyen fessier en décubitus dorsal, mais il faut le tester en décubitus latéral et en demandant au patient de faire une abduction, c'est-à-dire d'écarter les jambes contre la pesanteur. Si on le fait juste tester au lit, on aura un moyen fessier qui sera au plus à 3, mais on ne pourra pas le tester contre la pesanteur. Donc c'est ça qui est important et qu'il faut bien expliquer. Donc pour la cotation, donc on avait dit que c'était 5 niveaux, de 0 à 5, en allant de 0 à pas de contraction jusqu'à 5 avec une contraction normale. En gros, quand on est à 0, 1, 2 ou 3, c'est grave, et quand on est à 4 ou 5, c'est correct. Donc on commence à s'exciter sur un plan chirurgical quand on est à 0, 1, 2 ou 3. Si le déficit est inférieur à 3, donc il y a le plus souvent une indication chirurgicale, car le déficit est considéré comme paralysant. Si on a un déficit à 4, on peut se donner le temps de l'évolution, avec un traitement médical maximal, avec des antalgiques et une infiltration, et surveiller l'évolution. Donc la topographie au membre supérieur, C5 permet la flexion du coude avec la flexion de l'avant-bras sur le bras par le biceps. C6, l'extension du poignet avec l'extenseur radial du carpe. C7, donc l'extension du coude avec le triceps. C8, les fléchisseurs des doigts. Et T1, les muscles interosseux en réalisant l'abduction des doigts. Au niveau du membre inférieur, au niveau de L2, on a le psoas, donc un fléchisseur de hanche. L3, le quadriceps, l'extension du genou. L4, le fléchisseur dorsal du pied, jambier antérieur. L5, l'extenseur du gros orteil. Et S1, les fléchisseurs. Donc ça, c'est un petit peu à la limite neurologie, rhumatologie, orthopédie. Mais il est très important de savoir faire un bon testing clinique pour poser les bonnes indications. Donc voilà, ça c'était la deuxième conférence d'orthopédie. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, soit des précisions, soit des choses qui ne sont pas claires dans les dossiers, et j'essaierai d'y répondre le plus clairement possible. Merci.